Aïnéa Ibrahim Kamara, bonjour. Bonjour. Vous avez 48 ans, vous êtes banquier, vous faites partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui se lancent en politique. Vous avez fondé le Mouvement républicain, nouveau parti politique malien. Vous faites votre entrée en scène dans la vie partisane du pays à un moment où la situation sécuritaire se détériore avec le massacre encore le week-end dernier de populations Dogon dans le village de Sobané dans le centre du pays. Alors, est-ce que le vivre ensemble malien est menacé aujourd'hui? Oui, il est menacé. Aujourd'hui, nous avons clairement une situation extrêmement tragique, très très dangereuse. Et il se trouve qu'au Mali, il y a des actes criminels, des actes odieux, sans précédent, auxquels on assiste. Et le gouvernement brille par son impuissance à pouvoir résoudre cette solution. Et je trouve ça très dommage. Qui est responsable? Comment on en est arrivé à une telle situation avec toutes ces milices maintenant à travers le pays? Les différentes communautés ont leurs propres milices, les milices arabes, les milices Peul, les milices Dogon, les milices Touareg. Vous savez, lorsque l'État ne joue plus son rôle régalien, alors il y a d'autres partenaires, souvent aventurieux, qui se lèvent et qui essayent de se substituer à l'État. Alors, le problème que nous avons au Mali, c'est un problème de leadership. Nous avons besoin d'un État fort au Mali, qui tienne ses engagements, qui prenne à bras le corps la sécurité de ses concitoyens. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. De plus en plus de voix à Bamako dénoncent aussi l'impuissance des forces internationales, la MINUSMA, l'opération Barkhane française au Mali. Et on voit bien dans le massacre de ce week-end, à peu près pendant 10 heures, si l'on en croit les premiers témoignages, et l'armée malienne qui n'intervient que tardivement, le lendemain matin, une fois que ceux qui ont commis les exactions ont commis le terrain. Est-ce qu'il y a un problème de coordination entre cette force nationale, le G5 Sahel, les forces internationales? Vous savez, nous devons beaucoup aux forces internationales qui sont au Mali. On a 12 500 hommes au niveau de la MINUSMA et plusieurs contingents de plusieurs pays. Nous leur devons beaucoup. Mais ces forces-là ne sont pas des forces, disons, offensives. Ce sont des forces, même pas d'interposition, ce sont des forces de maintien de paix. Donc, je pense que la sécurité des Maliens doit être l'apanage de l'armée malienne. Et il se trouve qu'au sein de l'armée malienne, il y a aussi des dysfonctionnements qu'il faut crier et qu'il faut dénoncer et qu'il faudrait résoudre. D'abord, je pense que c'est au niveau de la de confiance entre les hommes, entre la troupe. On a connu les divergences entre béret vert et béret rouge à une époque. Est-ce que c'est la réconciliation des frères d'armes qui permettra aussi de repartir sur une architecture de sécurité plus solide? Il faut une vraie refonte de l'armée malienne sur de nouvelles bases. Il faut que les gens soient enrôlés au sein de cette armée sur la base de leurs compétences, de leur motivation à la carrière de militaire, plutôt que sur leur patronyme ou que sur leur clivage obédience politique. Et je pense que l'armée malienne aujourd'hui elle est fortement politisée et c'est ce qui fait que son efficacité est très réduite. Ces violences intercommunautaires ont in fine abouti à la chute du dernier gouvernement malien. On a un nouveau gouvernement, plus ou moins d'union nationale, qui vient d'annoncer le report des élections législatives. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une très mauvaise décision. Je pense que d'abord, annoncer un nouveau report des législatives de 1 an cette fois aurait dû se faire par d'abord un mea culpa. Je pense que le gouvernement aurait dû d'abord reconnaître son échec, pourquoi il n'a pas pu organiser les élections dans le délai imparti le précédent délai, pour que, ensemble, avec les autres acteurs de la société civile et de la classe politique, on puisse réfléchir à trouver une solution. Mais tout doit se faire de façon concertée. Le gouvernement, il y va seul. Et pour moi, il n'y a pas de réel changement au niveau du gouvernement. Certes, le chef du gouvernement a changé, mais
ceux qui sont là aujourd'hui, la plupart ont toujours été là depuis l'acte 1 du régime Keïta. Je comprends bien, mais peut-on organiser matériellement des élections à l'heure actuelle alors que la région du centre est en proie aux violences, près de 500 écoles sont fermées, souvent ce sont des lieux de vote, la situation reste tendue dans le nord, et vous savez très bien qu'à l'est du pays, c'est aussi beaucoup des zones où l'État est absent et c'est les ministres qui ont le contrôle de ces zones-là. Peut-on arriver à organiser des élections crédibles, transparentes dans ces conditions? Les élections sont le seul garant de la démocratie. Si on n'organise pas des élections, on va vivre en inconstitutionnalité. Et donc la légitimité du pouvoir en place, qui est déjà fortement décriée, en prendra un plus grand coup. Et ça va donner des prétextes aux aventuriers pour augmenter cette situation d'insécurité que nous voyons au nord. Donc moi je pense qu'il faut aller aux élections. Et comment sécuriser les forces internationales et les forces nationales? Vous savez, il y a un accord qui a été signé et qui n'a pas été appliqué. Donc, il faut que les ex-belligérants y jouent franchement le jeu, que chacun tienne son engagement, tant du côté des anciens combattants que du côté du gouvernement. Mais il se trouve que, malheureusement, il y a une pléiade d'acteurs politiques qui font le business de la guerre, le business de l'insécurité. Donc, ils ont tout à fait intérêt à ce que la situation continue à se détériorer pour que eux, ils puissent continuer à briller par leur incapacité à résoudre les problèmes de la nation. Vous vous présentez comme un candidat anti-système, vous avez des ambitions présidentielles. Quelles sont vos activités économiques? Moi, je suis un banquier. Je suis un banquier d'affaires, donc nous sommes dans le domaine de l'énergie essentiellement. Nous finançons tout ce qui est construction de gazoducs, tout ce qui est construction de pipelines, tout ce qui est construction de centrales électriques, que ce soit à gaz ou à fioul. Donc c'est ce que nous faisons essentiellement. Et un pays, pour pouvoir se développer, a besoin d'abord de résoudre le problème crucial de l'énergie, qui commence par le problème de l'eau. L'adduction de l'eau potable, d'abord. Ensuite, la fourniture en électricité, ce qui va permettre de pouvoir mettre en place des systèmes d'irrigation, d'investir massivement dans l'agriculture, etc. Donc, les solutions pour que le Mali puisse avancer, qu'il puisse se remettre sur les rails et qu'il puisse prospérer sont connues. Nous sommes convaincus que ce n'est que par le tandem politique et investissement qu'on pourra résoudre le problème de l'insécurité dans tout le pays. En quelque sorte, c'est l'emploi qui permettra de résoudre le problème de la jeunesse qui a tendance à s'enrôler souvent, enfin pas toute la jeunesse, mais une partie dans des groupes armés, parce qu'elle ne voit pas d'avenir, tout simplement. Il y a cela. Vous savez, les actes criminels que nous décrions n'ont pas de justification en tant que tels, mais il y a une explication. La situation économique vraiment délétère, la situation politique, comme vous l'avez cité vous-même, qui ne permet pas d'organiser tout de suite des élections dans des conditions idoines, font que effectivement certaines personnes mal intentionnées orientent certaines franges de notre jeunesse vers des actions vraiment criminelles ou des actions qui sont anti-républicaines. Vous avez deux grands projets que vous comptez mettre en œuvre au Mali, des projets de ville durable, Bamako City et Timbuktu City. Pouvez-vous nous en parler un peu plus et nous dire comment vous comptez financer ces initiatives? Bamako City, c'est un projet de ville nouvelle que nous allons démarrer le mois prochain au Mali. Et donc il sera en périphérie de Tombouctou Bamako City sera en périphérie de Bamako. Et Tombouctou City sera en périphérie de Tombouctou. Bamako City, nous envisageons de construire 50 000 logements et à Tombouctou City, 10 000 logements.
Entre les deux grandes villes, nous allons bien entendu les relier par l'autoroute et les rails. Ce financement, nous le mettrons en place par un système très très simple. Il s'agit, comme nous avons une garantie souveraine qui est limitée, parce que le régime en place et les régimes précédents ont beaucoup utilisé cet instrument pour lever les fonds, nous allons mettre en place un fonds souverain. Un fonds souverain qui, lui, va permettre de lever des fonds pour financer sur des bases économiques stables et classiques ces différents projets. Alors nous comptons créer énormément d'emplois et nous comptons, à travers ces projets d'envergure, montrer d'abord notre capacité, notre détermination et surtout montrer qu'il est possible de résoudre les problèmes de l'insécurité à travers l'investissement et le dialogue politique inclusif. Quel est le risque pays, le risque Mali actuellement quand on va solliciter des emprunts internationaux? Est-il élevé compte tenu de la situation sécuritaire? Cela va de soi. Il est extrêmement difficile de convaincre des investisseurs pour aller au Mali aujourd'hui parce que effectivement l'insécurité auparavant était uniquement au nord. Aujourd'hui, nous avons le centre du pays et même le sud du pays qui a connu plusieurs attaques terroristes, etc. Donc, nous avons une responsabilité en tant que banquier de prendre le devant, de montrer qu'il est possible d'investir et qu'il est possible de faire venir des investisseurs. C'est pour ça, dernièrement, au Mali, j'ai fait venir des investisseurs, j'ai fait venir aussi des acteurs majeurs du monde du showbiz, comme Wyclef Jean, qui étaient à mes côtés pour montrer qu'il est possible au Mali et qu'il y a un autre leadership qui émerge, certes, mais qui est déterminé à aller au bout de ses ambitions, c'est-à-dire réhabiliter le Mali, redonner sa souveraineté au Mali, réhabiliter l'homme malien dans l'histoire. Ainéa Ibrahim Kamara, merci beaucoup. Je vous remercie.